Bonjour, ici Jean-Valérie et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De 0 à 1357 euros de cash flow avec un appartement. Donc ça, c'était le titre de ma vidéo précédente. Pour cette vidéo, j'ai décidé volontairement de garder le même titre. Parce qu'en fait, ça va être une partie 2. Pourquoi? Parce que suite à la vidéo précédente, j'ai vu que vous avez laissé beaucoup de commentaires. Donc je vous remercie d'ailleurs. Et donc vous avez posé aussi pas mal de questions. Donc j'ai décidé de reprendre ces questions et d'y répondre de manière à vous donner plus de détails afin de vous apporter encore plus de valeur. Donc cette vidéo va se structurer en deux grandes parties. La première partie, je vais vous expliquer pourquoi en réalité le cash flow est supérieur à 1357 euros. Et donc, dans une seconde partie, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos questions. Alors, je ne vais pas toutes les prendre, mais j'en ai sélectionné quelques-unes, et donc je vais pouvoir y répondre en détail. Donc, on y va, c'est juste après la citation inspirante. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne, ainsi vous pouvez rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Donc pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou alors juste en dessous. Et la deuxième action, je vous invite à cliquer sur un lien qui se trouve dans la description ou alors sur un bandeau blanc qui apparaît sur la vidéo. Ainsi, vous pourrez recevoir votre cadeau de bienvenue, donc cadeau de bienvenue qui est une formation. Dans cette formation, il y a deux éléments, une étude de cas qui s'intitule 2 immeubles en 3 mois, donc je vous montre comment j'ai fait pour acquérir 2 immeubles en 3 mois, vous avez tout le détail dans cette étude de cas. Et deuxième élément de cette formation, vous aurez mon e-book, mon guide qui s'intitule Les 10 commandements de l'investisseur à succès. Alors, première partie, pourquoi le cash flow est en réalité plus important? Eh bien, si vous avez suivi cette série de vidéos depuis le début, vous avez dû remarquer que lors de la dernière vidéo, il y a quelque chose, un détail dont je n'ai pas parlé. En fait, lorsque j'ai acquis cet appartement, lorsque je l'ai acheté, j'ai également acheté, du moins c'était inclus avec l'appartement, il y avait également une cave et 2 places de parking. Donc c'est 2 places de stationnement qui se trouvent dans un parking couvert et sécurisé avec badge d'accès. Lorsque j'ai fait la vidéo précédente, j'avais déjà mis des annonces sur Le Bon Coin pour pouvoir louer ces places, et au bout de 2 semaines et demie, j'ai pas eu vraiment de touche, donc je me suis dit que c'était pas nécessaire de vous en parler. Mais entre-temps, il y a eu des rebondissements, il y a eu une personne qui est venue visiter la place et donc qui l'a prise, le contrat est déjà signé, et donc chaque place de parking, je les loue à 40 €, et la deuxième place de parking, c'est un des colocataires qui finalement a décidé de la prendre pour y mettre sa voiture de fonction. Donc du coup, le cash flow que je vous ai annoncé qui était de 1357 € est donc supérieur maintenant de 80 €. Donc il passe donc à 1437 €. Et le cash flow après différé que je vous avais annoncé lors de la dernière vidéo, c'était 690 €. Donc si j'ajoute 80 €, donc 40 € par place de stationnement, donc 80 € plus les 690 € de cash flow après différé que je vous avais annoncé, on arrive donc à 770 €. Alors, deuxième partie, passons à vos questions. On y va. Alors, première question de Thierry Perse qui me dit « Félicitations, comment vas-tu faire en termes de gestion de la fiscalité? Merci pour tes chouettes vidéos, ça crée du soleil dans nos vies. » Eh bien Thierry, tout d'abord, merci pour ton commentaire, il me fait bien plaisir, merci beaucoup. Alors, concernant la fiscalité, j'ai l'intention de passer par un expert comptable. En fait, à partir du moment où vous louez un bien en meublé, donc en LMNP, concernant la fiscalité, il y a une liasse fiscale à calculer. Et donc ça, c'est une partie que je vais déléguer à l'expert comptable. Donc pour cette année, je n'ai pas trop à m'en préoccuper parce que le bien, je l'ai signé après le 1er janvier 2019. Mais dès l'année prochaine, je contacterai un expert comptable afin de faire le point pour la gestion donc, de cette fiscalité. Question suivante, donc Flore Zidong qui me dit « Bonjour Jean-Valérie, très belle affaire, surtout que c'est un investissement proche. Juste pour me rassurer, c'est bien 4 colocataires pour une salle de bain et un WC? Si oui, ça n'a pas dérangé les locataires? Merci. »
Eh bien, merci pour ton commentaire, Flore. Eh bien, est-ce que ça n'a pas dérangé les locataires? Ben, écoute, pour l'instant, non. Donc, oui, c'est bien 4 colocataires. Oui, il n'y a bien qu'une seule salle de bain et qu'un WC. Donc, moi, lorsque j'ai acquis cet appartement, j'ai vu avec mon entrepreneur pour voir ce qui était possible de faire parce que j'avais envie d'ajouter une salle de bain également. Il se trouve que techniquement, du coup, ce n'était pas possible. Donc moi, j'ai maintenu mon idée de 4 chambres, de 4 colocataires, en me disant que l'important, c'est d'être clair dans l'annonce. À partir du moment où dans ton annonce, tu es clair, moi, personnellement, dans mon annonce, je disais que voilà, l'appartement, c'était une colocation neuve, que l'appartement était rénové, bien équipé, mais je précisais qu'il y avait 4 chambres, qu'il n'y avait pas de salon. Je précisais qu'il y avait une salle de bain, une toilette. Donc, quelque part, la personne qui répondait à mon annonce savait dans quel type de logement elle allait se retrouver si elle le visitait. C'était pas une surprise. On le verra dans les autres questions. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, est-ce que les colocataires, les candidats n'étaient pas surpris quand ils voyaient pas de salon? Ben non, ils n'étaient pas surpris parce que dans mon annonce, c'était déjà annoncé, indiqué qu'il n'y avait pas de salon. Donc lorsqu'ils arrivaient pour visiter l'appartement, ils ne le découvraient pas. Ça veut dire que les personnes pour qui le salon est quelque chose d'important dans une colocation, eh bien tout simplement ne postulaient pas à mon annonce parce que je l'avais précisé d'abord. Je l'avais précisé en amont. Et donc ça permet aux candidats qui aiment les salons, ça leur évite, ça leur permet de ne pas perdre de temps. Et moi, ça me permet de ne pas perdre de temps non plus. Donc voilà, donc là, Flore, j'ai répondu à ta question. En même temps, j'ai anticipé la réponse d'autres questions. Mais voilà ce que je voulais vous dire en tout cas par rapport à ça. Question suivante, Christian Massemba. Bonjour Jean-Valéry, super explications comme toujours. J'ai une petite question technique concernant ton différé d'amortissement. Tu as obtenu 2 ans de préfinancement sur ta ligne de travaux, je suppose. Et dans ce cas, quel est le montant maximum des travaux dans ton prêt? 26 KE ou plus? Je te pose la question car il me semble que la clôture de la période de préfinancement est automatique dès que le budget restant des travaux est inférieur à une certaine somme. Alors, je te remercie Christian pour ton commentaire. Alors maintenant, pour répondre à ta question, je dirais, alors je n'ai pas eu 2 ans de préfinancement sur ma ligne de travaux. En fait, je n'ai pas eu de ligne de travaux. J'ai pas eu une ligne acquisition et une ligne travaux. J'ai eu une seule ligne de crédit qui englobe l'acquisition, les travaux, les frais de notaire, les frais de garantie. Et c'est sur l'ensemble de cette ligne que j'ai un différé de 24 mois. Donc du coup, pour moi, le montant maximum des travaux qui étaient autorisés par la banque, eh bien, c'est le montant maximum, c'est le montant qui correspond au devis que j'ai donné à la banque, en fait, tout simplement. Et donc, quand tu parles, donc tu dis, il me semble que la clôture de la période de préfinancement est automatique dès que le budget restant des travaux est inférieur à une certaine somme. Ben moi, je rentre pas dans ce cadre-là. En tout cas, mon prêt ne rentrait pas du tout dans ce cadre-là. Il y avait un montant indiqué dans le devis. Donc du coup, pour la banque, tant que j'avais pas dépassé ce montant-là, j'étais entre guillemets dans les clous. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si c'est pas clair, remets-moi dans les commentaires, reformule-moi ta question et j'y répondrai avec plaisir. Alors, question suivante, donc de sport et info, sport et info. Bonjour, les lits 90 par 190 ne posent pas de problème? Ou bien c'est une question d'espace que tu n'as pas mis de lit 140 x 190? Très bonne question. Alors vous savez, moi comme cette colocation, c'est ma première colocation, j'ai demandé pas mal d'infos. Je fais partie de différents groupes WhatsApp, j'ai pas mal d'amis investisseurs, donc j'ai demandé pas mal d'infos en disant, ben voilà, vous qui faites de la colocation, quel type de lit, quelle taille de lit vous mettez? Alors j'ai eu de tout, hein. Il y en a qui mettent que des lits en 90, donc des lits de 1 place, d'autres qui mettent des lits de 1 place et demie, d'autres des lits de 2 places, en disant que les lits de 90 ça fait trop cheap, etc. Bon, moi personnellement j'ai décidé de mettre que des lits de 90 parce que j'avais des chambres de 9 mètres carrés, 10 mètres carrés, 12 mètres carrés. Donc moi je voulais, puisque je savais que je n'avais pas de salon, je préférais que les gens aient de la place pour circuler dans leur chambre. Donc ça c'était la première raison. Et la deuxième raison, comme j'avais 4 colocataires et seulement une salle de bain et une toilette, je voulais éviter que les gens puissent être tentés de faire venir d'autres personnes pour dormir avec eux dans le lit. Voilà. Donc, avec du recul,
je ne regrette pas d'avoir pris des lits de 90 pour les 3 chambres, celles de 9 mètres carrés, 10 mètres carrés et 12 mètres carrés. En revanche, pour la grande chambre, celle qui fait 18 mètres carrés, j'aurais pu effectivement prendre un lit au moins de 1,5 place. J'y ai pensé, mais j'avais cette crainte, je me suis dit, j'ai peur que le colocataire il soit tenté de ramener quelqu'un dormir. Et si quelqu'un vient dormir dans une colocation de 4 personnes, ça fait qu'il se retrouve à être 5 avec une salle de bain et une toilette, et là, moi, ça me convenait pas. Donc j'ai préféré mettre un lit simple. Mais au final, j'aurais peut-être dû mettre un lit double, et expliquer clairement la situation, de toute façon. Mais voilà pourquoi moi j'ai préféré en tout cas des lits simples. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me remettre un commentaire. Question suivante de Case AVH. 280 € par mois de charge de copro, c'est pas du tout une affaire. Si vous êtes amené à revendre, personne ne va vous acheter votre bien, il n'est pas liquide. Alors, Case AVH. Alors oui, je suis d'accord avec vous, les charges sont élevées. Parce que la ville dans laquelle j'investis, eh bien les charges sont de cet ordre. Et je dirais même plus, parce que 280 € par mois, on va dire que c'est un montant de charge moyen. Parce que dans la ville dans laquelle j'investis, eh bien les charges sont parfois de plus de 300 €, 350 €, j'ai même déjà vu 400 €. Alors maintenant, est-ce que parce que les charges sont élevées, les personnes vont m'acheter le bien plus tard? Ben, écoutez, moi, la ville dans laquelle j'investis, c'est une ville dans laquelle j'ai grandi, c'est une ville dans laquelle j'ai acheté ma première résidence principale, que j'ai revendue. Donc c'est une ville dans laquelle ben, il y a des achats, il y a des reventes. Donc moi maintenant, j'ai bien tenu compte de ce paramètre-là. J'ai fait ce choix de prendre cet investissement malgré les charges élevées, parce que je sais que les biens, de toute façon, ils finissent par se vendre. Donc c'est un choix que j'ai fait. Alors si vous trouvez que c'est trop élevé, ben, oui, c'est élevé. Maintenant, l'investissement immobilier, ce sont des choix que vous devez faire en fonction de peut-être de vos croyances, en fonction de ce dont vous vous sentez à l'aise, en fonction du risque que vous êtes prêt à prendre et en fonction du gain potentiel que vous êtes prêt à faire. Donc l'immobilier, c'est ça. Donc vous trouvez que c'est trop élevé, je suis d'accord avec vous. Moi maintenant, j'ai fait le choix de faire cet investissement et de dégager le cash flow qu'il dégage actuellement. Alors j'espère que j'ai répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me remettre un commentaire. Autre question, Hélène Angot. Formidable, je n'ai jamais suivi une vidéo aussi claire et instructive pour la location. Cela me donne plein d'idées car je suis sur le point d'acquérir un T2 en juillet que je mettrai en location meublée. Je comprends mieux la notion de renta brute. Mais ne faut-il pas calculer la renta nette plutôt? Autre question, où as-tu acheté tes rideaux de douche et housses de couette? Alors, merci beaucoup Hélène pour ton commentaire, ça me fait bien plaisir. Si ça a pu te donner des idées, eh bien je suis ravi. Je suis ravi, tant mieux, c'était l'effet voulu. Donc, bah, tant mieux, hein, vas-y, fonce. Alors, pour répondre à tes questions, mieux vaut-il pas calculer la renta nette? Alors oui, on pourrait la calculer, la rentabilité nette. Mais en fait, moi, c'est vrai que lorsque je fais mes investissements immobiliers, je me donne, moi, quelques métriques. Quand je dis quelques métriques, eh ben, j'ai des limites ou alors des seuils. Et donc moi, lorsque j'investis dans un bien immobilier, en général, je fais en sorte que la rentabilité soit au moins de 10%, au moins de 10%, et que le cash flow soit en général au moins de 300 €. Donc moi, entre guillemets, c'est mes règles à moi. Maintenant, toi, je t'invite à mettre les règles que tu souhaites. Donc maintenant, par rapport à ça, comme c'est les règles que je m'étais fixées, donc moi, pour calculer au plus vite, lorsque je calcule un taux de rentabilité, je préfère le calculer brut en me disant, ben voilà, si j'ai un taux de rentabilité de au minimum 10% sur ce bien, eh bien, je suis, entre guillemets, plus ou moins confortable. Je sais que le bien va s'autofinancer. Mais évidemment, tu peux très bien, si tu le souhaites, toi, calculer la rentabilité nette pour pouvoir évaluer ben, la performance de ton investissement. Alors maintenant, où est-ce que j'ai acheté les rideaux de douche et les rideaux? C'était quoi la question? Pardon. Tu m'as dit où est-ce que j'ai acheté? Ah, voilà, les rideaux de douche et housses de couette. Eh bien, j'ai acheté ça ben, dans un magasin que beaucoup de gens connaissent, hein. C'est un magasin suédois qui s'appelle Ikea. Donc, ben, écoute, je t'invite à y aller si tu veux retrouver le même rideau de douche et les mêmes housses de couette. Merci.
Alors, autre question de Nicolas Bandezapt. Salut Jean-Valéry, sympa la vidéo. J'ai cependant une petite question. As-tu trouvé des locataires facilement, sachant qu'il n'y a pas de salon? Peut-être as-tu eu des personnes intéressées, mais qui ne sont finalement pas venues à cause de ce point bloquant. Merci pour ta question, Nicolas. Très bonne question. Donc, ma réponse va être à peu près la même que j'ai fait à Flore Zedong. Alors oui, il n'y a pas de salon. Eh bien, ceux pour qui c'est un point bloquant, eh bien, ne répondent pas à l'annonce. À partir du moment où tu mets dans ton annonce qu'il n'y a pas de salon, eh bien, pour qui le salon est important ne vont pas y répondre. Donc du coup, moi, quand j'avais des personnes qui m'écrivaient, qui répondaient à mon message, enfin qui répondaient par mail en disant je veux visiter le bien immobilier, ils savaient très bien que c'était une colocation de 4 personnes qui n'avaient pas de salon et qui n'avaient qu'une seule toilette et qu'une seule salle de bain. Donc du coup, le fait qu'il n'y ait pas de salon n'a pas été de point bloquant pour les visites parce que les candidats savaient à quoi s'en tenir en venant visiter le bien. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, autre question. Mon ami Yves, mes mentors édition. Même si tu sais que je ne suis pas fan de la colocation, je te dis bravo et je t'encourage dans ta démarche. Quoi qu'il en soit, bravo pour le prix d'achat du bien, 115 KE, ça me semble très bas. Tu as trouvé une affaire de dingue ou c'est juste un peu moins cher que ce que l'on peut trouver dans ta zone? Eh bien, c'est une affaire très intéressante. On n'en trouve pas des comme ça. Donc, j'avais déjà expliqué comment je l'avais obtenu. En fait, j'avais tout simplement appelé pour un bien que j'avais vu sur une annonce. Le bien que j'avais vu était vendu. L'agent immobilier m'a dit, par contre, j'ai un appartement qui revient à la vente parce que l'acquéreur potentiel n'a pas eu son prêt. Il m'a expliqué que l'appartement était à 118 prix affiché et qu'il avait été négocié à 115. Moi, j'ai visité l'appartement. Quand je l'ai visité, il m'a dit qu'il y avait d'autres visites de prévues. Eh bien, je n'ai pas chipoté, je n'ai pas négocié. J'ai dit 115 KE, 115 000 euros. J'ai fait mes calculs rapidement. Je l'ai rappelé le lendemain pour lui dire c'est bon, je le prends. Et je ne regrette pas. Donc voilà, donc pour répondre à ta question. Et là, j'ai appelé les agents immobiliers dernièrement. Je leur dis à quel prix j'ai eu celui-là. Ils me disent ah non, pour l'instant, j'ai pas de bien à ce prix-là, mais si j'en ai, je vous appelle. Donc non, on va dire que c'était plutôt rare sur ma zone. On va dire que là, on était dans le cas d'une vendeuse qui avait des difficultés, qui avait besoin de vendre son appartement assez rapidement. Et comme en plus, elle l'avait vendu, mais que l'acheteur n'avait pas eu son prêt, du coup, moi, je suis arrivé, voilà, investisseur qui travaille dans la banque. Donc forcément, j'ai été accueilli à bras ouverts, entre guillemets. Alors, autre question de Mylène Nègre. Bonjour Jean-Valéry, beau résultat final concernant l'aménagement et la déco de l'appartement. À qui avez-vous loué? À des étudiants en cours d'année? À des jeunes actifs? Qu'avez-vous décidé finalement? Plus de cash flow ou commencez à vous enrichir en remboursant le capital avant la fin des 24 mois? Merci pour votre question, Mylène. Merci pour la déco. Donc, je remercierai madame. Merci donc voilà pour votre commentaire. Alors, à qui ai-je loué? Très intéressante. Eh bien, dans les quatre colocataires sont des jeunes actifs. En fait, j'en ai 3 qui sont fonctionnaires et j'en ai un qui est consultant. Et qui travaille qui va travailler justement dans une grande boîte d'aéronautique qui est pas très loin de l'appartement. Donc voilà mes types de colocataires. Et pour répondre à votre deuxième question, voilà, est-ce que je vais continuer, laisser le différé courir pour pouvoir engranger de la trésorerie, ou alors est-ce que je vais demander à réduire le différé pour pouvoir commencer à amortir le bien? Eh bien, je ne sais pas encore. Je pense que je vais me faire une petite période d'1 an, déjà pour voir comment ça fonctionne. Est-ce que ça se passe bien au niveau des colocations? Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover ou pas? Et puis en fonction, j'adapterai. Si je vois que ça a bien marché, pourquoi pas réduire le différé? Si je vois que ça marche moins bien, pourquoi pas continuer d'engendrer de la trésorerie? Si je vois que ça marche très bien et que je veux encore de la trésorerie, pourquoi pas continuer? Je ne sais pas encore, très sincèrement, mais je vais laisser passer quelques mois pour voir comment l'investissement va vivre tout simplement, et je prendrai une décision en fonction, je pense, d'ici 1 an.
Autre question, Romain Pro, 3360 € de charge annuelle, c'est de la folie, même si bien autofinancé. Eh bien, oui, Romain. Alors, moi, j'ai l'habitude de ce type de charge parce que la vie dans laquelle j'investis, c'est la vie dans laquelle j'ai grandi, c'est la vie dans laquelle j'ai acheté ma résidence principale. Donc, si vous pensez que c'est de la folie, ben, vous avez évidemment le droit de le penser. Bah, moi, ça a été mon choix de choisir ce bien. Voilà, tout simplement. Alors, autre question de Phil O, ou Phil 00. Excellente vidéo Jean-Valéry, claire et précise. Le calcul du cash flow ne tient pas compte de l'imposition des loyers. En LMNP avec déficit foncier, as-tu des chiffres après imposition? Merci. Alors, Phil, oui. En tout cas, le régime fiscal que je vais adopter, c'est en LMNP avec déficit foncier. Donc non, je n'ai pas indiqué le calcul après impôt, tout simplement parce que l'investissement, je viens de le faire, je viens de l'acquérir, donc c'est la première année. J'ai fait plus de 26 000 € de travaux. J'ai eu les frais de notaire et des frais de garantie pour 11 500 €. Donc j'ai de quoi faire du déficit foncier avec le LMNP. Et en plus, comme je suis en LMNP, je vais faire jouer le mécanisme de l'amortissement. Donc je sais que pendant plusieurs années, je ne vais pas payer d'impôts. Donc le cash flow que je vous annonce, pour moi, c'est un cash flow après impôt, puisque je sais que pendant plusieurs années, je ne vais pas payer d'impôts. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à en poser en commentaire. Autre question, Mathieu Jean-Charles. Salut, merci pour ta vidéo très claire et pédagogique. J'ai acheté un T3 qui pourrait également accueillir une troisième chambre en remplaçant le salon. Comment réagissent les visiteurs quand il n'y a pas de salon mais une simple cuisine d'une douzaine de mètres carrés? J'ai peur que ça n'attire pas les gens. Merci de tes conseils, continue comme ça. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour ton commentaire. Alors, tu n'as peur que ça n'attire pas les gens. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire une annonce fictive. Parce que moi, avant de décider de faire 4 chambres sans salon, eh ben, l'année dernière, j'ai failli acheter un bien qui faisait 95 mètres carrés. Et ce que j'ai fait, ce bien-là, on pouvait en faire 5 chambres sans salon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une annonce fictive en disant 5 chambres sans salon, 2 salles de bain. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu des retours. J'ai des personnes qui m'ont dit, est-ce qu'on peut visiter le bien? Donc, Mathieu, si tu as peur que ça ne se loue pas, fais une annonce fictive pour voir comment va réagir ton marché. Mais dans cette annonce fictive, tu indiques bien qu'il n'y a pas de salon. Si tu vois que tu as des retours et beaucoup de retours, ben tu sais que tu peux faire sans salon, que tu auras de la demande. Si tu vois que tu as peu de retours, eh bien, prépare ton investissement à ce qu'il y ait 2 chambres avec un salon. Maintenant, si tu n'es pas à l'aise avec le fait qu'il n'y ait pas de salon, c'est OK. C'est OK. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses. Moi, par rapport à mes investissements, je suis en train de vous montrer ce que j'ai fait, je suis en train de vous montrer mes choix à moi. Je ne suis pas en train de vous dire, allez tous faire des colocations sans salon. La prochaine colocation que je vais faire, si j'ai possibilité d'avoir un petit espace salon, je le ferai. Si j'ai possibilité de mettre 2 salles de bain pour mettre 4 colocataires, je le ferai. Donc, soyez bien au clair avec ça. Je ne suis pas en train de vous dire, faites que des colocations sans salon. Il faut aussi être clair avec vous-même. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de proposer des colocations sans salon, ne le faites pas. Trouvez une colocation avec un beau salon, faites en sorte que votre investissement soit rentable, et à partir du moment où votre investissement s'autofinance et qu'il est rentable, eh bien c'est OK. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc Mathieu, si tu veux plus de rentabilité et que tu veux mettre ton salon en chambre, fais des annonces fictives, vois ce que ça donne. Si tu n'es pas OK avec ça et que tu préfères maintenir un salon, garde ton salon et fais en sorte que ton bien s'autofinance. Autre question de Dièse2M. Bonjour Imo Gagnant, je viens de voir une de tes vidéos dans laquelle tu expliques un investissement avorté à Saint-Étienne. Oui, ça fait longtemps que tu me suis, merci. Non seulement c'était loin, les travaux pour cet investissement étaient excessifs pour un cash flow net largement inférieur à celui de ce nouvel investissement. On peut dire naturellement que tu as tiré les leçons de tes erreurs, bravo. Ça, c'est l'expérience. Bah, écoute, merci. À cet effet, j'ai 2 questions à te poser, si tu me le permets, Imo Gagnant. 1. Tout le long de ce nouveau projet, t'est-il arrivé de débourser de ta poche, disant préfinancer un certain nombre de postes, comme par exemple l'architecte d'intérieur,
les meubles, etc., comme si on avait l'intention dans le précédent projet. 2. Pourquoi avoir finalement décidé d'investir en région parisienne alors que le marché est relativement resté le même? Le prix au mètre carré n'a pas réellement changé depuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as finalement vu qu'il y avait aussi des opportunités? Ça t'a pris beaucoup de temps, la recherche du bien? Alors, dièse deuxième, je vais répondre à ta question. Alors, à tes questions. Alors, première, tu m'as dit, t'est-il arrivé de débourser de ta poche, disant préfinancer un certain nombre de postes, comme par exemple l'architecte d'intérieur, les meubles, etc. L'architecte d'intérieur, je ne l'ai pas payé, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. Pour cet investissement, je n'ai pas pris d'architecte d'intérieur, je n'ai pas pris de décoratrice. C'était mon épouse et moi, surtout mon épouse d'ailleurs. Voilà, j'en ai pas pris. On a fait ce choix de ne pas en prendre, d'essayer de décorer nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'en prendra jamais. C'est-à-dire que pour le prochain investissement, peut-être que je passerai par une décoratrice d'intérieur, parce que faire la déco, aller chercher les meubles, c'est chronophage, hein, c'est du boulot. Imaginez la déco, trouver quel meuble pourrait aller avec dans quelle chambre, la couleur de la chambre, c'est du travail. Donc, je l'ai fait une fois avec mon épouse. Je ne regrette pas de l'avoir fait une fois. Maintenant, soit peut-être que je vais continuer comme ça, ou soit peut-être je passerai par une décoratrice d'intérieur. Donc, je n'ai pas eu à payer de plan, comme je l'avais fait pour Saint-Étienne. Je n'ai pas eu à payer d'architecte d'intérieur, puisqu'on n'en avait pas. Maintenant, est-ce que j'ai dû débourser des sous de ma poche? Oui, oui, j'en ai pour débourser un petit peu. Alors, ce que j'ai déboursé de ma poche, c'est au niveau des meubles. J'ai déboursé, le budget meuble a été dépassé de 1000 euros. Parce que il y a les gros meubles tels qu'on les connaît, les lits, commodes s'il y a commode, étagères. Après, dans la cuisine, il y a l'électroménager, voilà, four, micro-ondes, etc. Mais en fait, il y a plein de petites choses, plein de petits postes dans une cuisine. Quand vous l'équipez, c'est bien, mais après, tout ce qui est verre, couvert, saladier, cafetière, bouilloire, tout ce genre de choses, et ben en fait, ajouter les unes après les autres, ben, ça commence à faire un petit budget. Donc, effectivement, par rapport à ce que j'avais budgété au niveau des meubles, eh bien, il y a eu un surplus que j'ai déboursé effectivement voilà, de ma poche qui était environ de 1000 euros. Donc oui, il y a eu un surplus donc de 1000 euros par rapport au budget donc, des meubles. Maintenant, ces 1000 euros, on va dire que c'est un surplus choisi, puisque c'était par rapport à l'équipement de l'appartement. On aurait pu essayer de se dire, bah, tiens, on va essayer de prendre des produits, des appareils moins chers, mais on voulait pas non plus quelque chose de trop cheap, on voulait quelque chose de qualité. Déjà que dans la colocation, voilà, il n'y a pas forcément de salon, il n'y a pas forcément de télé. Mais je voulais quand même qu'au niveau de tous des équipements, tout ce qu'il y a dans la cuisine, ce qu'il peut y avoir dans la salle de bain, ce qui permet de nettoyer, comme l'aspirateur, ce genre de choses, je voulais que ce soit quand même des choses de qualité. Au niveau des matelas, c'est des matelas vraiment bien, pour que les gens puissent bien dormir dessus. Ça, j'y tenais. Donc ça veut dire que ce surplus, du coup, qui a été un surplus de 1000 euros, il a quand même été choisi, et au final, je ne regrette pas. Alors, la suite de ta question, pourquoi avoir finalement décidé d'investir en région parisienne alors que le marché est relativement resté le même? Eh bien, effectivement, j'ai souhaité investir en région parisienne tout simplement parce que je voulais gérer moi-même mes locataires. Donc, comme tu le sais, j'ai investi à Saint-Quentin, donc qui était à 2 heures de chez moi. Puisqu'il y avait cette distance, le bien était géré par une agence immobilière. Et moi, je n'avais jamais confié mes biens à une agence immobilière jusque-là. C'était donc mes premiers investissements d'ailleurs à Saint-Quentin. Donc moi, ce que je voulais faire, puisque j'avais été déçu de l'agence immobilière à Saint-Quentin, ce que je voulais faire, je voulais faire un nouvel investissement que moi, je pourrais gérer entièrement. Ainsi, justement, je pourrais me former, je pourrais du coup voilà, m'habituer à la gestion des locataires, des colocataires. Comme ça, le jour où j'investirai à nouveau en province et que je devrais confier mon bien à une agence, eh bien, je saurai ce que je veux et je saurai ce que je veux pas. Et si l'agence essaye, entre guillemets, de m'entourlouper, ben, je me dirais, ben voilà, je serai, entre guillemets, aguerri parce que la gestion d'un locataire ou d'un colocataire ne me serait pas inconnue. Donc voilà pourquoi j'ai essayé d'investir proche de chez moi. Et pour cet appartement, effectivement, j'ai eu je sais pas, la chance, en tout cas, d'avoir une opportunité, d'avoir une bonne affaire au niveau du prix et même au niveau de l'emplacement, au niveau de la qualité de l'environnement de cet appartement. Il est très lumineux, autour il y a beaucoup de verre, c'est calme,
les colocataires sont satisfaits. Donc vraiment, j'ai eu, je vais pas dire un coup de chance, mais en tout cas, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai flairé la bonne affaire. Donc non, j'ai pas mis énormément de temps à la trouver, cette bonne affaire. Je l'ai simplement cueillie, je l'ai simplement saisie. Alors, autre question de Tedris Jamila. Bonjour, ce projet semble être une belle réussite. J'ai une petite question timide sur l'assurance pour les loyers impayés ainsi que les frais du comptable. Est-ce que leur coût est vraiment très faible pour cet appartement de 4 chambres? Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Respectueusement. Eh bien, Jamila, merci beaucoup pour ta question, merci beaucoup pour ton commentaire. Eh bien, concernant l'assurance loyer impayé, très honnêtement, j'ai décidé de ne pas en prendre. Je n'ai pas voulu payer de frais. J'ai voulu tout simplement sélectionner moi-même mes locataires en essayant d'être assez rigoureux sur le type de document demandé, sur le fait d'avoir un garant ou pas. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai choisi de ne pas prendre d'assurance loyer impayé. Alors c'est un choix que je fais pour cet investissement. Je ne suis pas en train de dire que vous devez faire pareil, hein. Vous allez faire ce qui vous semble bon. Si vous êtes plus à l'aise de prendre une assurance loyer impayé, faites-le. Moi, pour cet investissement, ça a été mon choix, à moi, personnel. J'ai décidé de ne pas en prendre. Et donc, s'il y a des mauvaises conséquences, s'il y a des mauvaises circonstances, pardon, si ça se passe mal, j'en assumerai pleinement les conséquences. Maintenant, concernant les frais du comptable, alors pour l'instant, je ne les connais pas. D'après ce que m'ont dit certains investisseurs, certains m'ont parlé de certains peuvent prendre jusqu'à 350 € l'heure. Mais moi, ce que j'avais entendu, j'avais eu un expert comptable en ligne. Une fois, j'ai eu l'occasion de discuter avec un expert comptable qui me disait que lui, ses tarifs étaient de 1000 € à l'année. Donc, je pense que pour avoir le meilleur tarif des experts comptables, le mieux, c'est de faire le tour, de les appeler, de faire le tour des experts comptables, de voir ce qu'ils proposent comme prestations et quels sont leurs tarifs. Alors, autre question, ou là c'est plutôt un commentaire. C'est le dernier commentaire que je vais traiter. Donc là, c'est un commentaire assez particulier parce que c'est un commentaire beaucoup moins gai que les autres. Donc, vous m'avez laissé beaucoup de commentaires. Et celui-ci, en plus, je ne sais pas pourquoi il y a eu une erreur technique sur YouTube, vraiment, j'arrive pas à l'expliquer. Mais celui-ci n'apparaît pas dans mes commentaires. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu le voir. Mais moi, j'ai pu le voir en tout cas au travers de mes mails. Et donc, je vais vous dire ce commentaire, je vais vous le lire. Et donc, je vais y répondre. Donc, je vais y répondre directement à la personne concernée. Alors, commentaire de AKS. Bonjour, j'ai regardé beaucoup de vos vidéos sans laisser de message. J'ai toujours trouvé votre discours assez honnête comparé à ce qu'on peut trouver sur YouTube. Pourtant, je dois dire que je suis assez déçu de cette vidéo. Deux choses me gênent. La première, c'est le titre totalement putaclic et mensonger. Cette technique, utilisée par d'autres youtubeurs immobiliers, me paraît très malhonnête. Votre cash flow est totalement artificiel et sur une durée très limitée. La seconde, c'est le logement que vous proposez. Mettre 4 personnes dans un appartement et proposer une cuisine aussi petite et une seule salle de bain me semble assez contradictoire avec vos valeurs. Merci quand même pour la transparence dont vous faites preuve dans vos investissements, mais n'oubliez pas qui vous êtes. Bon alors AKS, alors je vais répondre à votre commentaire point par point. Alors vous dites que mon discours est honnête, bon très bien, je vous remercie. Vous dites ensuite, vous parlez de titres putaclic et mensongers. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, un titre putaclic, c'est un titre, une vidéo sur laquelle les gens vont cliquer en espérant trouver quelque chose et qui finalement ne trouvent pas, ou qui est contraire à ce qui a été annoncé. Moi, le titre que j'ai mis, je l'assume parfaitement, parce que dans ma vidéo, j'explique concrètement comment j'ai fait pour avoir ce résultat. J'ai mis ce titre-là sur cette vidéo, enfin la vidéo précédente et même sur celle-ci. J'estime que dans cette vidéo, eh ben, il y a de la valeur, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent aider les investisseurs. Donc pour moi, je n'estime pas que c'est un titre putaclic. Pour moi, c'est un titre accrocheur, mais je sais que quand les gens vont cliquer sur cette vidéo, s'ils veulent investir dans l'immobilier, eh ben, ils vont y trouver de la valeur. Vous dites aussi titre mensonger, moi je suis pas d'accord avec vous. Maintenant, c'est votre avis, c'est votre opinion, vous êtes libre de le penser.
mais moi, c'est pas ce que je pense. Autre chose, vous dites que le cash flow est artificiel et d'une durée très limitée. Alors moi, je vous confirme que le cash flow, non, n'est pas artificiel, parce que le cash flow, c'est moi qui le touche, et donc je l'ai touché, et je sais qu'il n'est pas artificiel, puisqu'il est réel. Maintenant, vous dites qu'il est très limité. Alors, oui, il est limité dans le temps, il n'est pas très limité. Le cash flow dont je parle, de 1357 euros, est limité dans le temps. Oui, il est limité parce que j'ai un différé de 24 mois. Alors, entre le moment où j'ai signé chez le notaire que le prêt a démarré et le moment où j'ai commencé à faire rentrer les locataires, donc à toucher le premier cash flow, il s'est passé 3 mois. Donc, on va faire 24 mois moins 3 mois, il reste 21 mois. Donc, il reste 21 mois de cash flow à 1357 euros. Maintenant, admettons que dans les 2 ans qui suivent, chaque année, j'ai 1 mois de vacances locatives. Donc, du coup, je vais enlever 2 mois sur les 21 mois, on va dire 19 mois. Donc, qu'est-ce qui se passe si je touche 19 mois de cash flow à 1357 euros? On va faire le calcul. 1357 euros fois 19. On arrive à 25 783 euros. Alors, le cash flow que j'annonce, certes, est limité, mais quand la somme de ce cash flow peut atteindre 25 000 euros, 25 783, j'estime que c'est une information pertinente à communiquer. Maintenant, moi, c'est mon avis. Vous n'êtes pas d'accord, libre à vous. Autre point, vous dites, voilà que j'ai mis 4 personnes dans un appartement et que je propose une cuisine petite et qu'une seule salle de bain. Et qu'en plus, cela est contraire à mes valeurs. Comme je l'ai dit dans la vidéo AKS, je ne suis pas en train de dire aux gens de faire exactement comme moi. J'ai une manière d'investir. J'ai choisi ce bien pour investir, j'ai choisi de l'exploiter comme je l'exploite là, maintenant. C'est mon choix personnel. Et dans votre commentaire, ce que je sous-entends, la manière dont je le ressens, dont je le perçois, maintenant peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que par le biais de ce commentaire, en fait, que vous me dites que je suis un marchand de sommeil. Puisque vous me dites que j'ai, entre guillemets, je mets 4 personnes et je propose qu'une cuisine petite et qu'une seule salle de bain. Sachez, AKS, que les colocataires qui sont dans mon appartement, je ne leur ai pas mis le couteau sous la gorge. Je ne leur ai pas mis le couteau sous la gorge. Ils sont là parce qu'ils y trouvent un intérêt. En plus, comme l'appartement a été refait, les loyers que je propose, les prix des loyers que je propose, sont dans la fourchette haute. Donc je ne leur ai pas mis le couteau sous la gorge. Et en plus, pour l'instant, ils s'y plaisent. Donc si, dans vos propos, vous faisiez allusion, du moins c'est ce que je comprends au travers de cette phrase, que je suis un marchand de sommeil, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Maintenant, c'est vos propos, c'est ce que vous pensez, vous avez le droit de vous exprimer, libre à vous. Mais je vous donne mon opinion par rapport à ça. Ah oui, et le fait aussi que vous dites que ça soit contraire à mes valeurs, bon, bah écoutez, j'ai juste envie de vous dire, AKS, avec tout le respect que je vous dois, hein, qu'on ne se connaît pas. Vous me connaissez au travers YouTube, mais on ne se connaît pas, je ne vous connais pas. Ce type de propos, bon, moi personnellement, je trouve ça limite. Mais c'est votre avis. Je réponds à votre commentaire parce que je fais une vidéo où je réponds. J'ai choisi des commentaires pour répondre, et donc je trouve ça quand même juste de ne pas prendre que des commentaires positifs. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi le vôtre, d'autant plus qu'il n'apparaît pas. Mais voilà, je vous donne mon avis, en essayant de vous le donner avec toute la sincérité et la bienveillance que je peux, en fait, hein. C'est ce que j'essaie de faire. Et ensuite, vous dites, merci pour la transparence dont vous faites preuve dans vos investissements. Ok, je vous remercie. Et vous terminez par, n'oubliez pas qui vous êtes. Alors, AKS, je sais très bien qui je suis.
ne vous inquiétez pas par rapport à ça. J'en dirai pas plus. Maintenant, cela dit, je vous remercie pour votre commentaire, parce que faut avoir du cran pour venir écrire ce que vous avez écrit. Je vous remercie parce que vous vous êtes exprimé, vous avez donné votre avis, peut-être que d'autres personnes partagent votre avis aussi, donc je vous remercie de l'avoir donné. Maintenant, si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on en parle davantage, n'hésitez pas à m'écrire. Alors bon, pour le commentaire YouTube, ça n'a pas forcément marché, mais mon adresse pour me contacter est contact@imo-gagnant.fr. Tous ceux qui m'écrivent à cette adresse, ils ont une réponse en général entre 24 et 72 heures. Donc si vous voulez qu'on en parle davantage, de manière constructive, je suis prêt à entendre les critiques, mais les critiques constructives, n'hésitez pas, avec plaisir, je vous répondrai. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à la clapper, donc à la commenter, à la liker. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et partagez la vidéo si elle pourrait. Vous pensez que cette vidéo peut apporter de la valeur à quelqu'un de votre entourage. Moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain partage immobilier. Donc d'ici là, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À bientôt.